on se jase entre nous. Je veux démystifier aussi le fait que je ne suis pas Dr. Charest, mais je remplace Dr. Charest ce soir pour faire la modération pour ce webinaire. C'est le webinaire qui s'appelle « Demander aux radiologistes quel examen choisir pour le sein » et Dr. Martin nous a mis un plus beau titre qui est « Démystification de l'imagerie du sein ». Donc, nous avons Dr. Martin avec nous ce soir. Merci beaucoup. Elle a fait sa formation en médecine, puis sa spécialisation en radiologie à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, donc une fille qui a fait toute sa formation ici. Mais elle est allée faire un fellowship en imagerie abdominale à l'Université Duke aux États-Unis. C'est dans la ville de Durham, en Caroline du Nord. C'est une université privée qui est très renommée. Donc, elle nous a ramené toute cette belle formation-là. Puis, elle œuvre à l'hôpital Montfort depuis 2005. Puis, on lui a demandé vraiment de faire le ménage un peu dans qu'est-ce qu'on demande pour nos patientes qui se trouvent des masses au sein ou qui ont des choses qui les inquiètent du côté de cet organe si sensible. Donc, je vous laisse la parole, Dr. Martin. Dr. Martin peut prendre les questions au fur et à mesure. Je vous dirais que je les aimerais dans le chat parce que moi, je vais lui transmettre à ce moment-là ou si je vois des mains levées, je vais faire la gestion de ça. Dr. Martin va faire la présentation, puis je vais essayer de l'interrompre à des temps opportuns pour qu'on puisse poser des questions. Merci beaucoup. Sinon, on garde les caméras fermées et les micros fermés, s'il vous plaît. Merci, Dr. Nicole. Alors, c'est ça, mon nom est Lucie Martin. Je suis un des radiologistes à l'hôpital de Montfort, puis c'est mon privilège ce soir de vous présenter sur l'imagerie du sein. Avant de commencer, nous aimerions rendre hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons aussi également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés, et nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Alors, pour cette présentation, essentiellement, elle est divisée en 3 parties. La première partie, on va discuter des différentes modalités que nous avons à notre disponibilité quand on parle de l'imagerie du sein. Et puis, on va parler un petit peu de quels sont les avantages, limitations, etc. Ensuite, on va changer de direction un petit peu, puis on va reviser le rapport radiologique. Puis il y a 2 parties que je veux vraiment souligner, la partie pour la densité du sein et le BI-RADS, ça fait qu'on va en discuter un petit peu plus. Et puis à la fin, ce qu'on va faire, c'est discuter quels sont les algorithmes ou les choix d'imagerie qui sont le plus appropriés, soit pour le dépistage ou pour les examens diagnostiques, dépendant de la population qu'on a. Alors, la première partie, c'est de discuter de ce qu'on a en imagerie. Et puis, essentiellement, quand on pense à l'imagerie, on a 3 choses pour l'imagerie du sein, la mammographie, l'échographie et la résonance. Alors, pour ceux et celles peut-être qui n'ont jamais fait une mammo, un petit cours vite fait sur ce que c'est, mais essentiellement, c'est une radiographie du sein. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on comprime de haut en bas, crânio-caudal, on fait ça du côté droit et du côté gauche, qui nous donne une image du sein droit et du sein gauche en CC. Et par la suite, on fait une radiographie en oblique, encore du côté droit et du côté gauche. Ça, c'est ça, ce sont les images en oblique. Et les 4 images, c'est ce qui nous donne une mammographie typique. Alors, quels sont les avantages? Premièrement, il faut dire que depuis la pandémie, ça a changé un petit peu, mais en général, c'est un examen qui est très accessible. Fait que c'est pas juste les hôpitaux qui ont ça, c'est même, tu sais, dans les petites communautés périphériques, les petits centres qui ont des machines à mammographie. C'est un examen qui n'est pas très coûteux. Je pense que c'est à peu près une vingtaine de dollars que ça coûte le système. Mais là, le gros avantage, celui qui est vraiment le plus important, c'est le fait que de les 3 modalités, la mammographie est la seule qui réduit la mortalité du cancer du sein de 20 à 35 %. Et c'est pour ça que quand vos patientes, des fois, vous disent, je suis certaine que vous voyez ça de temps en temps parce que moi, je vois ça dans ma pratique, mais des fois, les patientes vont dire, tu sais,
je préfère pas faire une mammo parce que ça fait mal ou j'ai eu un petit peu peur de la radiation, je préfère faire des échographies ou est-ce qu'on pourrait pas faire une résonance? La réponse vraiment, c'est qu'on doit faire une mammographie parce que c'est la seule des trois qui a vraiment démontré cette réduction de mortalité de cancer. L'autre chose, c'est que c'est un examen qui est très sensible et spécifique, environ 90%. Les désavantages ou les limitations, c'est le fait que, oui, il y a de la radiation. Si vos patientes vous demandent, vous pouvez leur dire c'est 0,7 millisievert la dose. Pour ceux et celles qui comprennent peut-être moins ce que ça veut dire, moi-même inclus, une autre façon de leur expliquer ça, c'est que c'est l'équivalent de 3 mois de rayonnement ambiant. Alors, essentiellement, vivre sur la planète Terre sur une période de 3 mois, c'est la même dose qu'on va recevoir que d'avoir une mammo. Mais ce n'est pas quelque chose qui est négligible nécessairement non plus parce que si on prenait 1000 patientes et on faisait des mammos entre les âges de 40 ans et 80 à tous les années, il y aurait une patiente sur 1000 qui développerait un cancer du sein à cause de cette radiation. Fait que c'est pas quelque chose à ignorer, mais c'est quand même assez minime. J'ai mis douleur ici avec un point d'interrogation parce que c'était peut-être plus vrai dans le passé, mais récemment, avec les avancements techniques, il y a moins de compression qui est nécessaire pour avoir des examens diagnostiques. Alors, il y a certaines machines même qui sont capables de détecter la pression du sein quand il comprime et la machine va arrêter à une certaine pression. Mais même les machines où est-ce que c'est les technologues qui l'ajustent encore, elles savent qu'en général, c'est plus nécessaire de comprimer au moins degré pour être capable d'avoir des examens diagnostiques. Il y a même une étude qui a été faite où est-ce que c'est les patientes qui ont décidé jusqu'à quel point ils voulaient comprimer leur sein. Et puis, tous ces examens-là ont toujours été diagnostiques. Fait que c'est pas vraiment un problème de nos jours. Surdiagnostic, c'est un gros problème. Dans le passé, on pensait 20 à 50%. Là, on pense que c'est plus 10% au moins. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par surdiagnostic? C'est essentiellement une patiente qui reçoit un diagnostic de cancer où ce diagnostic-là n'a pas d'effet sur la mortalité de la patiente. Si on n'aurait jamais fait ce diagnostic-là, la patiente serait décédée d'autres causes. Mais on a fait la mammo, on a trouvé quelque chose, elle a passé à travers le stress de penser qu'elle a un cancer ou de ne pas savoir si elle a un cancer. On a fait d'autres investigations. Une fois qu'on fait le diagnostic, il y a de la chirurgie, la radiothérapie, peut-être la chimio, etc. Fait qu'il y a vraiment de la morbidité associée avec ça, mais c'est dans ces cas-là où est-ce que le cancer n'aurait jamais vraiment affecté la patiente autrement. Faux positif, on dit à peu près 9,5 % qui fait du sens parce que quand on fait une mammo, le taux de rappel, c'est à peu près 10 % et de ce 10 %, il y a juste 0,5 % qui vont avoir un cancer. Alors, l'autre 9,5 %, je veux dire, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ils pensaient qu'il y avait un cancer, ils n'en ont pas, mais c'est le stress associé avec le fait qu'on pense qu'on a un cancer, c'est le fait qu'on est rappelé pour autres investigations. Puis, il y a même un certain pourcentage, 7 à 17 % qui vont subir une biopsie. Puis, la biopsie aussi a ses propres complications. Il y a même certaines études qui ont démontré que certaines patientes avec un faux positif, c'est assez épeurant pour la patiente qu'elle décide qu'elle ne veut plus faire de mammo, que c'était trop de stress, puis que, tu sais, fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. On veut pas surstresser les patientes non plus. Faux négatif, c'est vraiment, ça dépend beaucoup des différentes études, mais ce que c'est essentiellement quand on manque un cancer. Ce qui peut arriver avec souvent les cancers qui sont peut-être plus agressifs, les mucineux, les cancers qui sont peut-être plus subtils à l'imagerie comme les lobulaires ou chez les patientes qui ont les seins denses. Puis ce point-là, on va y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, l'échographie. Les avantages, c'est aussi un examen qui est très accessible. La majorité des centres qui ont une machine à mammo vont aussi avoir une machine à échographie pour faire l'imagerie du sein. Il n'y a pas de radiation. Encore, c'est un examen qui n'est pas très coûteux, encore une vingtaine de dollars, je crois. Et en particulier, chez les patientes avec les seins denses, l'échographie peut détecter de 2 à 4 cancers qui auraient été manqués à la mammographie. Fait que c'est un examen qui peut nous aider, en particulier avec les patientes qui ont les seins denses.
Les désavantages, la qualité dépend beaucoup de l'équipement et de l'utilisateur. Je ne sais pas si vous revisez de temps en temps les images que vous recevez de l'extérieur, mais nous, on fait ça souvent en radiologie. C'est vrai qu'on s'ajuste à notre équipement, mais il y en a certains que je trouve qui sont tellement plus difficiles à interpréter que d'autres. Et c'est vraiment la technologue qui est celle qui va acquérir les images pour nous. Alors, si on a une technologue qui a peut-être moins d'intérêt ou moins d'expérience là-dedans, ça se peut qu'elle va peut-être manquer certaines choses ou peut-être mettre de l'emphase sur d'autres choses. Fait que c'est vraiment un examen qui dépend beaucoup de l'utilisateur. L'autre chose que j'ai mis, c'est que c'est un examen non systématique. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est quand on pense à une mammo, je veux dire, oui, il va y avoir une différence de technique et d'équipement, mais en général, tout le sein va être dans le champ de vue. Le problème avec une échographie, c'est que oui, c'est vrai, on pense au sein comme étant une horloge, puis on va commencer à midi, puis on va aller de midi jusqu'au mamelon, ensuite à 1 heure. Mais je veux dire, si vous aviez vu dans l'image avant, tu sais, quand on scanne le sein, on ne peut pas regarder où ce qu'on scanne et regarder l'écran en même temps. Fait que oui, j'essaie d'aller en ligne directe, mais ça arrive des fois que, tu sais, je suis un petit peu en croche ou que je vais peut-être manquer une couple de millimètres ou le sein est très mobile. Fait que c'est un examen où est-ce que c'est possible de manquer ou de ne pas être capable de tout évaluer chaque partie du sein. Résonance, comme vous voyez, la patiente va être mise sur le ventre. Ça ici, c'est le coil, il y a comme 2 trous, puis c'est où les seins pendent essentiellement pour être capable d'acquérir des images comme ça. Les avantages encore, il n'y a pas de radiation et c'est aussi un examen qui a une très bonne sensibilité. En d'autres mots, la résonance est vraiment capable de détecter les anomalies très bien. Par contre, il y a plusieurs limitations aussi avec ça. C'est un examen qui est beaucoup moins accessible. Fait que c'est pas les petits centres communautaires qui vont avoir ça. C'est vraiment les hôpitaux, des fois des hôpitaux tertiaires. Puis même certains hôpitaux qui ont une résonance, c'est pas tout le monde qui a l'expertise d'être capable de faire la résonance du sein. C'est un examen qui est beaucoup plus cher. On parle de centaines de dollars et non pas de dizaines de dollars. Comme vous aviez vu, la patiente est sur le ventre et on la glisse dans la machine qui sont là pendant une vingtaine de minutes. Fait que pour les patients qui sont claustro, c'est un examen qui n'est pas facile à faire, non seulement parce qu'on est dans l'aimant, mais aussi parce qu'on est sur le ventre puis on se sent moins confortable. À cause du fait que c'est un examen qui doit être fait avec du contraste, puis la raison pour ça, c'est parce qu'on regarde au rehaussement pour nous aider à décider si on pense que c'est quelque chose de bénin ou malin. On a besoin alors d'une bonne fonction rénale. La patiente ne peut pas avoir des allergies. Et l'autre chose que moi, je trouve plus concernant, c'est que ça fait peut-être 10 à 15 ans maintenant qu'on réalise que le gadolinium, qui est le contraste qu'on utilise pour la résonance, est déposé au cerveau. Même autre tissu, mais ça a été documenté au début au niveau du cerveau. Oui, ça a à faire avec la dose, fait que le plus de doses qu'on a eu, puis sur le plus long de temps, fait que c'est quelque chose de cumulatif. Puis pour l'instant, on ne pense pas qu'il y ait des problèmes associés avec ça, mais c'est toujours quelque chose qui reste à voir. On ne sait pas si dans 5, 10, 15 ans, ces dépôts au cerveau vont avoir un effet inattendu. L'autre chose, c'est parce que la résonance, c'est essentiellement un énorme aimant. La patiente ne peut pas avoir d'objets métalliques qui sont implantés. Puis le gros problème avec la résonance, c'est que même si ça a une vraiment bonne sensibilité, fait que le fait que c'est vraiment capable de détecter des anomalies, la spécificité est seulement de 72 %. Fait qu'on détecte plusieurs choses, mais souvent, on ne sait pas qu'est-ce que c'est ces choses-là. Fait que je suis certaine, comme médecin de famille, vous avez eu la frustration de recevoir un rapport radiologique de résonance où est-ce qu'on trouve toutes sortes d'affaires, puis on dit, ben là, on va faire une autre échographie pour regarder cette région-là, puis une petite affaire ici, puis on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement, puis on va peut-être faire d'autres investigations. Fait que c'est un bel examen, mais pas parfait non plus. Alors là, on va changer de direction et puis on va parler un petit peu du rapport radiologique. Puis les 2 parties que je veux souligner, c'est la densité du sein et le BI-RADS.
Alors, la densité du sein, vous devrez toujours, dans vos rapports radiologiques, recevoir un commentaire, vous devrez avoir un commentaire sur la densité du sein. Ça fait des années que ça existe. Dans le passé, peut-être le commentaire disait que les seins étaient graisseux ou qu'il y avait du tissu fibroglandulaire éparse, hétérogène, dense, etc. Mais depuis 2015, le BI-RADS nous a demandé d'essayer de mettre ça plus uniforme à travers les centres. Alors, il nous demande maintenant d'utiliser des lettres. Le A a remplacé graisseux, B pour fibroglandulaire, C pour hétérogène et D pour dense. La majorité de vos patientes vont tomber dans les catégories B ou C, 80%. Un petit pourcentage vont être graisseux, puis un petit pourcentage aussi vont être denses. Puis, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce qu'on réfère à, c'est le pourcentage de tissu fibroglandulaire du volume du sein. Alors, quand on pense au sein, la majorité, il y a comme deux composantes. Il y a une composante graisseuse qui est en général gris ou noir, et puis il y a une composante fibroglandulaire qui est plus blanc, plus dense ou plus blanc à la mammographie. Fait que si le pourcentage de tissu fibroglandulaire ou blanc relatif au volume du sein est de 25% ou moins, on va dire que les seins sont densité A. Si par contre, le tissu fibroglandulaire qui est plus dense, qui est plus blanc, occupe au moins 25% ou un quart du volume, mais pas la moitié du volume, la patiente va être densité B. La minute qu'on a plus que 50% du volume du sein qui est occupé par du tissu fibroglandulaire, mais moins que le 3/4 ou moins que 75%, c'est une patiente avec sein C. Et puis, la minute que la patiente a plus que 3/4 du sein qui est avec du tissu fibroglandulaire, la patiente devient densité D. Puis juste pour vous dire un petit side note, là, des fois, on reçoit il n'y a pas de corrélation entre la mammographie, la densité à la mammographie et à l'examen physique. Fait que des fois, on reçoit des renseignements cliniques qui nous disent sein très dense à l'examen et ça va être une patiente avec un sein densité B. Fait qu'au toucher, là, c'est pas toujours la même chose de ce qu'on va voir à l'examen physique. Il y en a certains qui vont peut-être se poser la question, pourquoi est-ce que c'est important? Tu sais, quelle est l'importance essentiellement? C'est pas pour les patientes A, B ou C, mais c'est vraiment pour les patientes qui sont densité D. Puis la raison pour ça, c'est parce que ces patientes-là, vos patientes avec des seins densité D, sont à un risque élevé de développer le cancer du sein pour deux raisons. La première raison, c'est juste le fait d'avoir densité D, c'est un facteur de risque indépendant pour le cancer du sein. Fait que si vous avez deux patients qui sont identiques dans tous les autres facteurs de risque, mais il y en a une avec densité D et l'autre avec densité C, votre patiente à densité D est à risque élevé de développer un cancer du sein. L'autre raison, c'est parce que le cancer est beaucoup plus difficile à détecter chez ces patientes-là qui ont des seins denses. Puis pourquoi? Je vais vous montrer ici un petit cours vite fait sur comment faire le diagnostic de cancer à la mammo. Mais essentiellement, un cancer va se présenter de l'une de 3 ou 4 différentes façons. Soit on va avoir une masse ou une asymétrie, puis par asymétrie, c'est quand on a l'autre côté pour comparer, puis on voit quelque chose d'un côté qu'on ne voit pas de l'autre côté. Ou ça va être une distorsion, qui veut dire qu'on dirait que c'est tout tiré vers un point, ou des microcalcifications. Pas toute microcalcification, distorsion ou masse va être cancéreux, mais c'est comme ça que le cancer en général va se présenter. Puis ce que vous allez voir là, que ces 3 ou 4 choses ont en commun, c'est qu'ils sont tous blancs, sont tous des densités. Fait que si on a une patiente qui a un sein densité A, où est-ce que la majorité est du gras, trouver quelque chose de blanc sur un arrière-plan noir est beaucoup plus facile que trouver quelque chose de blanc sur un arrière-plan blanc. Puis juste pour vous montrer jusqu'à quel point que ça peut être problématique, ça, c'est une patiente, on a le CC et le MLO de son sein droit en 2018. Elle a des seins qui sont pas mal denses. 3 ans plus tard, elle se présente avec une masse. Comment est-ce que je sais qu'il y a une masse? Parce qu'on a mis un petit marqueur pour indiquer où se retrouve cette masse. Et puis, si on regarde sur le CC dans la région où on sait qu'il y a une masse, puis on le compare à celui de 2018, honnêtement, moi, je trouve qu'il n'y a vraiment aucune différence. Je ne peux vraiment pas le voir.
Sur le MLO, peut-être il y a un petit peu plus de tissu qu'il y avait comparativement à 2018, mais encore, je trouve que c'est pas mal subtil. Puis si j'aurais pas eu ce marqueur-là, probablement j'aurais lu la mémo comme étant inchangé, tu sais, on va la voir dans 12 mois. Par contre, parce qu'elle avait une masse palpable, on a fait une échographie, puis l'échographie démontre qu'il y avait une masse de 2 cm. Fait que c'est pas mal gros pour nous autres, puis on l'aurait complètement manqué juste à la mammo. Alors là, le BI-RADS, je voulais juste l'expliquer un petit peu parce que il y a même des radiologistes des fois qui vont être un petit peu confus avec qu'est-ce que ça veut dire exactement. Mais essentiellement, quand on lit une mammo, on doit mettre un BI-RADS qui est Breast Imaging Reporting and Data System. Et puis essentiellement, on se prononce sur le pourcentage qu'on pense de chances que ça soit cancéreux. Fait que si je lis une mammo et je trouve que la mammo est complètement normale, il y a, à mon avis, 0 risque de cancer, je vais l'appeler un BI-RADS 1. Si par contre, je lis la mammo et je vois une trouvaille, mais je sais qu'elle est bénigne. Puis comment est-ce que je peux savoir que c'est bénin? Peut-être c'est une masse, mais c'est une masse qui est stable pendant 10 ans. Ou peut-être c'est des microcalcifications qui ont une apparence complètement caractéristiques des sécrétions ou des calcifications sécrétoires. Ou peut-être on sait que c'est un kyste simple parce qu'on l'a déjà investigué. Fait que la minute que je décris quelque chose dans mon rapport, mais que je sais que c'est bénin, je vais le donner un BI-RADS 2. Peu importe si je donne un 1 ou un 2, ce qu'on va faire, c'est la même chose, c'est juste un dépistage de routine. Il n'y a pas de surplus à faire. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont se poser la question, bien, ma patiente avait un BI-RADS 2 l'année passée, puis cette année, c'est un BI-RADS 1. Ça veut-tu dire que la lésion qui était là est disparue? Pas nécessairement. Si le radiologiste décide de ne pas le décrire dans son rapport, c'est juste un BI-RADS 1. Fait que des fois, on va juste dire normal, on voit les petites trouvailles, mais la minute qu'on les décrit dans le rapport, on doit dire un BI-RADS 2. Okay? Fait que ça ne veut pas dire que c'est disparu, c'est juste qu'on a décidé de ne pas faire de commentaires dessus. Si par contre, la patiente a une mammo et je vois une trouvaille, puis je ne peux pas dire 100% que c'est quelque chose qui est bénin, ça devient un BI-RADS 0, qui veut dire que je ne peux pas me prononcer sur le pourcentage de probabilité que ça soit cancéreux. J'ai besoin de faire autre chose. Et c'est dans ces cas-là qu'on va rappeler la patiente soit pour des cones ou une mammo en 3D ou une échographie, etc. Okay? Mais essentiellement, on va faire un work-up. Une fois qu'on a fait ces investigations supplémentaires, là, je dois me prononcer sur qu'est-ce que je pense qui est le pourcentage de cancer. Si c'est un kyste simple, ça devient, je sais que c'est 100% bénin, ça devient un BI-RADS 2, on fait juste le dépistage de routine. Si par contre, je pense que c'est probablement bénin, mais je ne suis pas 100% certaine. Fait qu'un exemple serait un kyste qui a peut-être du débris dedans, ou une lésion que je soupçonne est probablement un fibroadenome, mais c'est solide, c'est difficile à dire à 100%. Je vais l'appeler un BI-RADS 3. Ça veut dire qu'il y a moins de 2% de chances que ça soit quelque chose de cancéreux. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire dans ces situations-là? C'est qu'on va faire des suivis à 6 mois, 12 mois et 24 mois. Avant, on les faisait 6, 12, 18, 24, mais maintenant, on a décidé d'enlever celui de 18 mois. Mais tout ce que ça veut dire, c'est qu'après 2 ans, si on a suivi la lésion et la lésion est inchangée, ça va devenir un BI-RADS 2. Fait que la lésion va tomber de 3 à 2. On sait que c'est 100% bénin. On ne sait peut-être pas exactement ce que c'est, mais un cancer ne restera pas stable pendant 2 ans. Qui veut dire que c'est maintenant un BI-RADS 2, qui veut dire qu'on fait maintenant le dépistage de routine. Puis je vous mentionne ça simplement parce que des fois, ça arrive qu'on va faire des suivis à l'échographie d'un fibroadenome pendant 10 ans. Tu sais, ça reste stable. Si c'est stable, c'est un 2, c'est un 2. Ça n'a pas besoin de faire d'autres investigations ou de suivi après 2 ans. Si par contre, quand on fait le work-up, je pense que le risque de cancer est plus que 2%, là, je vais le donner soit un 4 ou un 5, dépendant de jusqu'à quel point je soupçonne que ça soit cancéreux. Il y en a qui vont même sous-diviser le 4 dans un 4A, B ou C. Si je dis 4A, ça veut dire le pourcentage est de 2 à 10%, B de 11 à 50%, C de 50 à 95%. Puis la minute qu'on dit un BI-RADS 5, c'est qu'il
essentiellement, on pense que c'est un cancer, puis on n'acceptera rien d'autre que le diagnostic de cancer à la biopsie. Mais encore, peu importe si c'est un 4 ou un 5, la prochaine chose à faire, c'est la biopsie. OK, là, on va changer de direction encore une fois, puis on va juste discuter des différentes indications ou algorithmes qu'on devrait suivre chez différentes populations. La première chose qu'on doit faire, c'est distinguer qu'est-ce que c'est un examen de dépistage versus un examen diagnostique. Puis essentiellement, dépistage, c'est quand la patiente n'a aucun symptôme. Un examen diagnostique, par contre, c'est la minute que la patiente a un symptôme, soit douleur, masse palpable, écoulement du mamelon. Ça, c'est ceux qui sont le plus communs. On va commencer premièrement avec ceux qui sont dépistage, qui veut dire que les patientes ont aucun symptôme. Alors, la première chose qu'il faut décider, c'est quel est le risque à la patiente pour être capable de décider dans quel algorithme on va la mettre. Et puis, ce que ça veut dire essentiellement, c'est le risque cumulatif à vie de développer le cancer du sein. Fait que toute patiente commence à un risque moyen. Et chaque femme est à au moins 10 à 12 risque de développer un cancer du sein. Il n'y a personne qui peut être dans une catégorie basse. Il y a certaines conditions que si on fait attention à la diète, si on arrête de fumer, on peut diminuer notre risque, mais pour le cancer du sein, il n'y a rien qu'on peut faire pour le diminuer. On est tout à risque moyen de 10 à 12 Par contre, il y a certaines patientes que leur risque cumulatif est de 20 ou 25 qui veut dire qu'ils ont 20 à 25 de développer un cancer du sein quelque temps dans leur vie. J'ai mis 20 à 25 parce que ça dépend de la province dans laquelle vous êtes. Au Québec, je crois que faut que ça soit 20 Aux États-Unis, c'est 20 En Ontario, pour être considéré risque élevé avec OBSP, il faut que ça soit 25 À Montfort, on va accepter le monde au-dessus de 20 parce qu'on a des patients du Québec, etc. Mais ça, c'est des patients qui sont à risque élevé. Heureusement, c'est un petit pourcentage de la population. Alors, comment est-ce qu'on décide si la patiente est à risque moyen seulement ou à un risque plus élevé et spécifiquement à 20 ou 25 ou plus? On sait qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui jouent un rôle. Si la patiente a un cancer du sein elle-même ou a déjà eu de la radiothérapie, les syndromes génétiques, le BRCA1 ou 2. On sait avec l'âge de la patiente le plus âgée qu'elle est le plus à risque. L'origine ethnique joue un rôle. Croyez-le ou non, si on a déjà eu une biopsie du sein, même si c'était une pathologie bénigne, c'est un facteur de risque. Ça dépend aussi de la pathologie finale, là, mais l'âge de la première menstruation, l'âge de la première grossesse, le nombre de grossesses, l'allaitement, pour combien de temps, histoire familiale, il y en a plusieurs. Alors, ça devient tout un petit peu compliqué pour essayer de décortiquer ça, puis à savoir comment est-ce que je décide que ma patiente est au moins à 20 à 25 Essentiellement, en Ontario, la patiente doit rencontrer l'une de trois conditions. Si votre patiente a un syndrome génétique, soit elle-même ou dans un proche de premier degré, et proche de premier degré veut dire mère, sœur, fille, pas grand-mère, tante, etc., ça, automatiquement, votre patiente est considérée risque élevé. Il y en a moins dans la deuxième catégorie, mais si votre patiente a eu de la radiation thoracique avant l'âge de 30 ans, au moins 8 ans passés sur une dose de 10 Gray, là, votre patiente est considérée comme étant à risque élevé. Comme je vous ai mentionné, on va en avoir de moins en moins de ça parce qu'on sait maintenant le risque de radiation qu'on ne savait pas auparavant. Et finalement, la troisième façon de savoir si votre patiente est à risque élevé, c'est d'aller à un de ces deux sites web ici, IBIS, International Breast Cancer Intervention Study, ou Bodacia. Et puis, essentiellement, si vous allez à ce site web-là, j'ai mis les liens, il y a comme une calculatrice. Fait que vous cliquez dessus, puis la calculatrice va vous poser des questions, l'âge de la patiente, première menstruation, etc., plein de différentes choses. Puis à la fin, vous cliquez sur « Calculer », puis ça va vous donner un pourcentage. Puis si le pourcentage est plus que 20 à 25 votre patiente est considérée comme étant à risque élevé. Alors, pourquoi est-ce que c'est important à savoir, à distinguer ces patientes-là? C'est parce que l'algorithme qu'on va suivre va être différent. On va commencer ces patientes à l'âge de 30 ans
Et puis, ce qu'on va faire, c'est une mammographie et une résonance alternant à tous les 6 mois. Fait que si on commence avec la mammo au mois de janvier, on va faire ensuite la résonance au mois de juillet. Le mois de janvier de l'année prochaine, on va refaire la mammo et ensuite la résonance au mois de juillet, etc., ainsi de suite. Il y en a des fois qui se posent la question, ben, tu sais, pourquoi faire les deux? Est-ce qu'on ne peut pas faire, tu sais, il y en a-tu pas un qui est mieux que l'autre? Comme je vous ai mentionné, c'est la mammo vraiment qui a démontré la réduction de mortalité. La spécificité avec la résonance n'est pas si bonne que ça. C'est parce que les deux examens sont vraiment complémentaires. Fait que les microcalcifications, on peut vraiment juste les détecter avec la mammo. Par contre, la résonance, il y a autre chose qu'elle est capable de détecter. Fait que c'est pour ça vraiment qu'il faut faire ces deux examens alternants sur une période de 30-40 ans. Si votre patiente est considérée à risque moyen, fait que pas à risque élevé, pour l'instant, puis ça, il va y avoir des gros astérix avec lui, mais pour l'instant, les recommandations sont de commencer à l'âge de 50 ans et de faire une mammo à tous les 2 ans. La première grosse exception, c'est à tous les 2 ans, pas pour toutes les patientes. Fait qu'il y a certaines patientes qu'on veut faire une mammo à tous les années. Et quelles sont ces patientes-là? Si votre patiente a une biopsie avec une lésion à haut risque, fait que pas nécessairement cancéreux, mais un exemple serait comme une hyperplasie atypique lobulaire ou intracanalisculaire, ça, c'est considéré une lésion à haut risque. Ces patientes-là devraient avoir une mammo à tous les années. Si votre patiente a eu un cancer ovarien, soit elle-même ou dans un proche de premier degré, mère, sœur, fille, elle devrait avoir une mammo à tous les années. Si votre patiente a eu un cancer du sein elle-même, si elle a 2 ou plus proches féminines, un proche féminin, mais de moins de 50 ans, fait préménopause, ou un proche masculin, elle a besoin d'avoir une mammo à tous les années. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on reçoit aussi des fois des requêtes qui disent histoire familiale plus, cancer du sein, 2 grands-mères, 4 matantes, 3 nièces, 5 cousines. Oui, il y a beaucoup de cancers dans la famille chez cette patiente-là, mais pour être considéré comme facteur de risque, il faut vraiment que ça soit mère, sœur, fille ou père, frère, fils. Et puis finalement, comme on avait discuté, des patients qui ont les seins densité D, eux aussi ont besoin d'avoir une mammo à tous les années. Fait que dans notre rapport, normalement, quand on voit que c'est densité D, on devrait dire de répéter la mammo dans 12 mois. Mais si jamais ça dit 12 à 24 ou quelque chose comme ça, s'il vous plaît, faites vos patientes à tous les années si elles ont densité D. L'autre chose que je veux faire mention avec un gros astérix, c'est que si vous suivez les nouvelles dans la dernière année, ça a été assez populaire, là, le fait qu'on devrait probablement commencer les patientes à l'âge de 40 ans. La raison pour ça, c'est parce que c'est historique un petit peu, fait que c'est qu'un Canadian Task Force qui décide quels sont les paramètres. Et puis, dans les années 80, ils ont pris cette décision, puis ils se sont basés sur une étude qui a été faite au Canada, Canadian National Breast Cancer Screening Study. Et puis, c'était basé sur ça qu'ils ont décidé de commencer à l'âge de 50 ans. Mais depuis ce temps-là, on est allé en rétrospect, puis on a commencé à déchiqueter cet examen un petit peu plus proche, là. Et puis, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait plein de problèmes et d'erreurs dans cette étude. Par exemple, il y avait une machine qui avait 30 ans qu'ils utilisaient. Les images étaient essentiellement impossibles à interpréter. Il y avait un centre qui faisait juste des vues en MLO, il ne faisait pas les CC. Un des gros problèmes, c'est que c'était supposé être un examen randomisé ou une étude randomisée, mais ce qui arrivait, c'est que quand les patientes avaient leur examen physique par l'infirmière, si elles sentaient une masse ou même pire, des ganglions palpables dans la région axillaire, ils envoyaient directement la patiente sur le côté de faire la mammo. Fait que c'est pour ça que l'étude a même démontré que c'était dangereux de faire des mammos avant l'âge de 50 ans. On était plus à risque de développer un cancer, mais c'est juste parce qu'il y avait tellement de problèmes avec cette étude. C'est triste parce qu'il y a même des centres à travers le monde qui ont adopté la même politique basée sur cette étude, mais on commence à réaliser les erreurs qui ont été faites, puis on commence à vouloir changer ça.
Jean Seeley, qui est en charge de l'OBSP, elle a eu plusieurs discussions avec le gouvernement. Fait que ça s'en vient. Mais c'est ça. Si vos patientes, s'il vous plaît, s'il y a une chose que vous de retenir de ce cours, c'est commencer vos patientes à l'âge de 40 ans. Au pire, si vos patientes vous demandent de faire une mammo avant 50 ans, s'il vous plaît, donnez-leur la requête. C'est triste, des fois, on voit, puis je les blâme pas nécessairement parce qu'ils suivent les guidelines, mais il y a des patients, des fois, qui nous disent, je voulais faire ma mammo, mais mon médecin m'a dit qu'on ne devrait pas commencer avant l'âge de 50 ans. Puis je comprends pourquoi qu'on dit ça. Puis c'est même triste parce qu'on a eu un étudiant, on a souvent des étudiants avec nous, mais on en avait un une fois, puis il venait juste de faire son stage et puis à l'université, il enseignait encore de commencer les mammos à l'âge de 50 ans. Fait que c'est ça. Je trouve que c'est triste, là, mais ça s'en vient. J'ai une question pour vous, Dr. Martin. Excuse-moi, je veux juste te dire, reviens sur la diapo d'avant. C'est quelqu'un qui demande si, est-ce qu'après 75 ans, est-ce qu'on continue encore au 1 an ou est-ce que c'est encore valide ou qu'est-ce que tu ferais? C'est ça. Les recommandations présentement, c'est d'arrêter à l'âge de 75 ans. Mais règle générale que nous, on utilise, c'est pas quelque chose qui est nécessairement écrit, là, mais ça dépend un petit peu de combien d'années, quel est combien d'années est-ce qu'on pense que la patiente va vivre encore? Fait que si on pense qu'elle a au moins un autre 5 ans, elle a 80, mais elle va super bien, puis ben là, on peut faire la mammo. Par contre, si c'est une patiente qui va pas super bien, c'est ça. Fait que c'est souvent juste, est-ce qu'on pense que la patiente va vivre encore un autre 5 ans? Si oui, on peut continuer à faire des mammos. Sinon, c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut considérer à arrêter. OK. Est-ce que tu as l'information, savoir si, par exemple, du côté québécois, la RAMQ rembourse les mammos dépistage avant 50 ans? Ou du côté ontarien, nous autres, êtes-vous payés si vous faites des mammos dépistage avant 50 ans? Oui, absolument. C'est pas un problème. Pas un problème du tout dessous. Du côté du Québec, ça, je ne le sais pas. Pour la lettre de OBSP, tu ne peux pas être dans le programme de OBSP avant l'âge de 50 ans. Fait que c'est pour ça que vos patientes, s'ils ont moins que 50 ans, il faut vraiment remplir une requête, pas partie de OBSP, mais la remplir vous-même. Mais la minute que la patiente a 50 ans, oui, elle peut être enregistrée dans le système de OBSP. OK. Mais ils acceptent de prendre les rendez-vous pour les mammos dépistage à Montfort. On a plusieurs de nos patientes qui le font puis qui n'ont pas de problème là, avec vous autres, là, avec le centre du rendez-vous. Oui. Juste une autre question, si ça te va. Les mammos, est-ce qu'on devrait les faire aux ans ou aux 2 ans pour les patientes qui prennent de l'hormonothérapie pour la ménopause? Bonne question, mais à ma connaissance, c'est à tous les 2 ans encore. C'est pas nécessaire de les augmenter. Ils sont pas considérés comme étant à un risque aussi élevé pour justifier à tous les années. Super, merci. Oui. OK. Pour les patientes avec les prothèses, il n'y a rien de spécial à faire. On fait le dépistage comme d'habitude, mais juste pour que vous sachiez ce que nous, on fait, on va faire les 4 vues, fait que les CC puis les MLO avec les implants en place. Et ensuite, on répète les mêmes 4 vues, mais en déplaçant les implants. Fait qu'on les pousse postérieurement, puis on va répéter les images aussi. Fait qu'une patiente avec des implants, oui, va avoir 8 images au lieu de 4 images, mais c'est comme ça qu'on procède avec ces patientes-là. J'ai inclus aussi transgenre, juste parce que je trouve que on en voit de plus en plus dans notre pratique. Je présume que c'est la même chose pour vous. Et puis, oui, présentement, il y en a plusieurs qui sont jeunes, mais dans 5, 10, 15, 20 ans, ils vont être à l'âge de 40 ans où est-ce qu'on devrait peut-être considérer à faire autre chose. Fait que je voulais juste faire une petite mention sur ça. Et puis, ça dépend si c'est transféminin ou transmasculin. Transféminin, c'est un homme, maintenant une femme. Et puis, ce qu'on fait essentiellement, on leur traite premièrement basé sur leur risque de base, fait que risque moyen ou risque élevé. Puis ensuite, c'est à ce moment-là qu'on regarde est-ce qu'ils sont sur des hormones ou non. Et puis, s'ils sont sur des hormones, mais ça fait moins que 5 ans, il n'y a rien à faire, on peut continuer. On n'a pas besoin de commencer le dépistage.
Mais une fois que ça fait au moins 5 ans qu'ils sont sur des hormones et qui ont atteint l'âge de 40 ans, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à faire une mammo. Si ça fait 6, 7, 8 ans, mais ils n'ont pas encore 40 ans, pas nécessaire de commencer, mais la minute que ça fait au moins 5 ans et qu'ils ont 40 ans, on va commencer avec une mammo. Puis encore, juste pour montrer, la différence ici, c'est que les hormones chez une patiente trans féminin vont être plus différentes que les hormones, pour une patiente qui est à la ménopause. On avait juste une question, Lucie, si Oui. Dr. Martin, si c'est correct. Oui, Lucie, c'est correct. OK, merci. Ouais. Est-ce que Dr. Tessier, en direct de Bolivie, se demande si le système médical va être capable d'absorber les mammos de 40 à 50 ans, parce qu'il dit que déjà la capacité de faire les dépistages 50 ans plus semble déborder selon les informations qu'il y a. Il a raison. On pense en grosse partie que ça a à faire avec la pandémie. Avant la pandémie, on avait moins de problèmes à atteindre à faire les mammos à des intervalles appropriés. Depuis la pandémie, ça a été l'enfer. Fait que oui, vous aviez raison, mais non, en général, on s'attend à être capable de faire ça. Et puis, c'est la façon que ça devrait l'être. Fait que. Parfait. Ouais. Donc, on peut enseigner ça à nos étudiants en médecine maintenant. À partir de 40 ans, on envoie en dépistage. S'il vous plaît. Oui. Merci. OK. Pour un patient où est-ce qu'il y a c'est transmasculin, fait qu'une femme qui est maintenant un homme, ce qui est le plus important, premièrement, c'est de savoir s'ils ont eu une mastectomie ou non. Si la patiente a eu une mastectomie complète, ça fait du sens qu'il n'y a pas vraiment de suivi à faire. On n'a pas besoin de faire des mammos. Par contre, si la patiente n'a pas eu de mastectomie ou une mastectomie partielle, on la traite comme basée sur son risque. Fait que si c'est risque moyen, on va faire comme les autres, commencer à l'âge de 40 ans avec une mammo. Si la patiente ou le patient est maintenant à risque élevé, on va commencer comme les autres à l'âge de 30 ans avec une mammo et résonance. Et s'ils sont dans la catégorie de intermédiaire, fait que pas 10 à 12 mais pas 20 à 25 fait qu'encore les patients qui ont eu une biopsie de sein dans le passé avec quelque chose atypique ou autre chose, pour ces patients-là, on va commencer à l'âge de 30 ans avec une mammo. Là, ça c'est pour les patients qui sont pour le dépistage où est-ce que les patients n'ont aucun symptôme. Par contre, si on a un patient qui a un symptôme, ça devient un examen diagnostique. La première chose, un des symptômes le plus commun, c'est douleur. Puis c'est drôle comment je trouve que les patients paniquent quand ils ont de la douleur. On dirait que dans leur tête, j'ai de la douleur, j'ai un cancer du sein, absolument. Mais la majorité des cancers du sein n'ont pas de douleur, ne se présentent pas avec une douleur. Fait que c'est drôle des fois juste de calmer les patients juste en disant, tu sais, ça serait assez atypique d'avoir un cancer douloureux. Fait qu'on dirait que ça les calme un petit peu, là. Mais il faut décider premièrement si on pense que c'est quelque chose qui est focal ou non. Est-ce qu'on pense que c'est cyclique ou non? Fait que ce qu'on fait, c'est que la façon de penser à ça, c'est si on pense au sein comme une horloge, puis il y a 4 cadrans, c'est considéré focal si c'est seulement dans un cadran. La minute que c'est dans 2, 3 ou 4 cadrans, c'est considéré non focal ou diffus. Et dans cette situation-là, c'est pas nécessaire de faire autres investigations. On peut juste rassurer la patiente que c'est pas quelque chose de concernant. Et c'est pour ça souvent que vous allez voir, peut-être, on vous renvoie à Montfort maintenant une feuille. Quand ça dit douleur, on va vous renvoyer une feuille pour vous demander de la remplir un peu pour nous dire est-ce que c'est vraiment cyclique, focal ou non, puis est-ce que c'est cyclique ou non, pour décider si on a besoin vraiment de faire cette patiente ou non. Pour qu'est-ce qu'on veut dire par cyclique, c'est la patiente qui décrit une histoire que, tu sais, c'est pire une semaine ou 2 avant mes menstruations commencent, ça va mieux, 2 semaines plus tard, ça recommence encore, j'ai de la douleur. Ça, pour nous, c'est considéré cyclique. Fait que si c'est non focal, 2, 3 ou 4 cadrans, ou si c'est non cyclique, pas besoin de faire autres investigations. Si, par contre, c'est dans un cadran seulement et c'est non cyclique, si la patiente a plus que 40 ans, on va faire une mammo et écho au besoin, mais la majorité du temps, on va faire l'écho, à moins que la mammo ait été faite récemment. Fait que dans les derniers 6 mois, c'est pas nécessaire de répéter la mammo. Si la patiente a moins que 30 ans, on va commencer juste avec une écho. Puis entre 30 et 40 ans, souvent, on va faire les deux, mais on va commencer avec l'écho pour voir si on a
si on a la réponse avec ça avant de procéder avec la mammo. Si la patiente a une masse palpable, quand elle a moins que 40 ans, normalement, on va commencer avec l'écho, puis souvent, on va procéder avec la mammo si elle a entre 30 et 40 ans. Mais si elle a plus que 40 ans, on va toujours faire la mammo et l'écho. Encore, le seul temps qu'on ne ferait pas ça, c'est si jamais la mammo avait été faite récemment dans les derniers 6 mois. Pour l'écoulement du mamelon, ça aussi, c'est intéressant. Dans certaines situations, ce n'est pas nécessaire de faire autres investigations. Fait qu'on doit, premièrement, décider, est-ce qu'on pense que c'est un écoulement qui est physiologique ou pathologique? Comment est-ce qu'on peut distinguer les deux? Physiologique, souvent, ils vont nous dire c'est bilatéral, la couleur va être blanc, vert, jaune, puis ça va être avec provocation. Si la patiente décrit un écoulement qui semble être physiologique, pas nécessaire de faire autre investigation, juste faire la mammo de dépistage. Par contre, si on pense que c'est pathologique, qui veut dire souvent c'est unilatéral, ça va être spontané, puis séreux ou si on décrit quelque chose comme étant hémorragique, là, ça devient beaucoup plus concernant. Et puis, ce qu'on va faire, c'est si la patiente ou le patient a plus que 40 ans, on va faire une mammo, on va faire une écho, et c'est une des indications pour faire une résonance, c'est un écoulement pathologique où on n'a pas la réponse avec mammo et écho. Si la patiente ou le patient a moins que 40 ans, ça dépend si c'est un homme ou une femme, la façon qu'on va leur traiter. Si c'est une femme, on va commencer avec une écho, on va peut-être faire la mammo et peut-être la résonance. Si c'est un homme, on va définitivement faire la mammo et l'écho. Alors, il y en a peut-être qui vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'on traite les patients de façon différente? C'est parce que chez la femme, un écoulement pathologique, la cause la plus commune, c'est une lésion papillaire. 1/3 à 50% des cas. La deuxième cause la plus commune, c'est une ectasie des canaux. Et la troisième cause la plus commune, c'est un cancer, mais c'est entre 5 à 20%. Chez un homme, par contre, fait qu'un homme qui se présente avec un écoulement pathologique, c'est beaucoup plus concernant. Le risque que ça soit quelque chose de cancéreux est je pense, c'est de 30 à 55%. Fait que c'est un taux beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça que chez un homme avec un écoulement hémorragique, on va définitivement faire la mammo et l'échographie. Qu'est-ce qu'on fait si on a une patiente qui est enceinte ou allaitante? On la traite comme si elle n'était pas enceinte ou allaitante. Fait que dépistage, ça va être basé sur son risque. Si elle a de la douleur, on va probablement faire une écho, seulement si c'est focale et non cyclique. Masse palpable, on va faire les deux si elle a plus que 40 ans ou juste une écho si elle a moins que 40 ans, puis écoulement, la même chose. La seule chose souvent qu'on va demander à la patiente, c'est soit d'allaiter le bébé ou de se pomper avant, juste pour essayer de diminuer la densité du sein avant de faire les investigations. Pour un homme, qu'est-ce qu'on fait si on pense que c'est... premièrement, ça dépend. Est-ce qu'on pense que c'est gynécomastie ou une pseudogynécomastie? Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que je veux dire par pseudogynécomastie? C'est quand un patient a une masse qui est palpable en dessous du mamelon, mais qui est reliée à un surplus de gras ou un lipome ou autre chose. Ce n'est pas vraiment du tissu du sein. Gynécomastie, c'est quand c'est du tissu du sein, mais en général, ça va être un patient qui va avoir peut-être 19 ans ou c'est les jeunes ou des patients qui sont sur certaines hormones ou un patient peut-être avec des problèmes de foie, des cirrhoses ou sur certains médicaments, etc. Souvent, c'est bilatéral, souvent, ça va faire mal. Si on pense vraiment que c'est un de ces deux processus-là, il n'y a pas vraiment autre chose à faire. Par contre, si on n'est pas certain, ça dépend de l'âge, mais en général, au-dessus de l'âge de comme 25 à 30 ans, on va faire mammo et écho. C'est juste en bas de l'âge de 25 à 30 ans qu'on va peut-être juste commencer avec l'écho. Je voulais juste, pour la dernière partie, vite fait, discuter des techniques émergentes. Puis je pense que ça serait le fun éventuellement de peut-être faire une autre présentation. Dr. Ward pourrait peut-être la faire là, sur toutes les choses qui se passent à l'hôpital Montfort. Pas juste Montfort, mais je veux dire à travers la région. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être moins des techniques émergentes parce que les centres où vous sont, ça fait peut-être des années qu'ils font certaines techniques. Mais une chose, je voulais juste que vous soyez au courant de qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce qu'on veut dire par ces termes-là ou ces investigations-là. Tomosynthèse, ou des fois, vous allez voir, on va le décrire comme étant une mammo 3D.
Essentiellement, ce que c'est une mammographie, mais au lieu de prendre juste 4 vues standards, fait que 2 CC puis 2 MLO, pour chaque CC et chaque MLO, on va acquérir plusieurs différentes images à différents angles. J'ai mis 11 images pendant 7 secondes, mais ça dépend de la machine, là. Et puis ensuite, ce que la machine va faire, c'est qu'elle va reconstruire ces images-là pour faire une image en 3 dimensions. C'est un examen qui est excellent, qui peut diminuer le taux de rappel, augmenter la détection de cancer, etc., etc. Fait que juste pour vous montrer ce qu'on veut dire, fait que ça ici, c'est le sein qui était en train d'être comprimé en CC. Ça serait ici la vue standard qu'on ferait juste de CC. Mais avec la tomo, on va acquérir une image comme ça, puis la machine va se déplacer en arc et va accumuler différentes images sur différentes projections. Puis ensuite, ils vont mettre toutes ces images-là ensemble pour créer comme une image en 3D. Alors ça ici, ça serait si on faisait juste la mammo 2D standard, c'est ce qu'on aurait eu comme du sein droit en CC. Mais avec la tomo, j'espère que ça devient un petit peu plus évident que la masse qui est spéculée, c'est vraiment plus facile à la faire ressortir sur cette image-là. Elle se trouve à être ici, mais beaucoup plus subtile sur l'image juste en 2D qu'en 3D. Quand on les regarde en real time, c'est vraiment, on scroll à travers. C'était difficile, puis je n'étais pas certaine que mon ordi serait capable de faire ça, là, mais c'est ça comme ça qu'on lit puis qu'on interprète les images en 3D. L'autre chose, on est très fiers, moi je suis très fière de nous à Montfort, qu'on a commencé à faire des mammographies avec contraste. Et puis, je suis tellement fière parce qu'on est les premiers dans la région. Même avant l'hôpital d'Ottawa, etc., s'ils n'ont même pas commencé, eux, et ça fait déjà depuis février, je crois qu'on en fait. C'est aussi à travers le Canada, il y a peut-être une quarantaine de centres qui le font, fait que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment nouveau. Mais essentiellement, ce que c'est une mammo où est-ce qu'on acquérit les 4 vues standards, mais on les acquérit après aussi avoir donné du contraste intraveineux. C'est essentiellement basé sur le principe d'angiogénèse, un petit peu comme avec la résonance, où est-ce qu'on sait qu'une tumeur va avoir une néovascularité qui va être anormale, et on essaie de souligner ce principe-là pour être capable de détecter les images. Puis essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va soustraire les images de basse énergie de celles de haute énergie, puis ça va nous donner des images iode seulement. Puis encore, c'est un examen qui est vraiment excellent. Fait que juste pour vous montrer une mammo standard du sein droit, oui, j'espère qu'on aurait été capable de voir la lésion spéculée, mais c'est peut-être difficile à dire jusqu'à quel point elle s'étend. Il y en a-tu d'autres dans le sein qui se cachent, etc. Puis quand on fait la mammo avec contraste, on voit super bien la lésion. On voit que c'est la seule. On voit qu'il n'y a pas de spéculation qui s'en vont vers le mamelon ou autre chose. Il y en a certains qui comparent ça essentiellement à la résonance. Ça va peut-être, je ne sais pas si ça va éventuellement complètement remplacer la résonance, mais l'avantage, c'est que c'est un examen qui est fait dans 7 minutes. Une résonance, on parle de vingtaine de minutes. On ne donne pas de gadolinium. Le contraste qu'on donne ici, c'est le même contraste en CT, fait que c'est pas déposé au cerveau. Oui, il faut quand même avoir une bonne fonction rénale. Oui, il faut commencer l'intraveineuse. Oui, on peut faire des réactions allergiques, mais il n'y a pas le problème de dépôt au cerveau. Et puis, ça coûte beaucoup moins cher qu'une résonance. C'est quelque chose qui peut être fait. La patiente, tu sais, la journée qu'elle vient pour sa mammo, on peut la faire essentiellement en même temps. Fait on est vraiment excité de ça. On aime ça beaucoup. Puis, on espère que ça va continuer à se développer. Alors, les messages clés, juste pour finir ça. S'il vous plaît, si vous avez la chance, commencez vos patientes à l'âge de 40 ans. Ça s'en vient. Vous allez considérer des médecins de famille modernes si vous faites ça. Fait que je vous encourage à le faire. Souvenez-vous aussi que la mammo, c'est la seule modalité essentiellement pour le dépistage pour les patientes à risque moyen, pas l'échographie. Fait que quand vos patientes disent « je veux pas y aller, ça fait mal, il y a de la radiation, etc. », il faut vraiment, on n'accepte pas juste de faire des échos. Souvenez-vous que chez vos patientes avec des densités D, des lésions à haut risque, un cancer ovarien ou cancer du sein, on doit faire la mammo à tous les années. Un BI-RADS 2, fait que la minute que quelque chose a été stable pendant une période de 2 ans,
ça n'a plus besoin d'être suivi, pas besoin de faire autre chose, juste dépistage routine. Et puis, dernière chose, c'est si la douleur est non focale et cyclique, pas nécessaire de faire autres investigations. Et c'est tout. Un gros merci. C'est super intéressant. Les images sont tellement belles là, pour les dernières investigations. Là, c'est hallucinant. Oui, ben j'aimerais ça aussi, comme je dis, ça serait le fun de faire une présentation avec Dr. Ward parce que ça, c'est juste le début des images. On a tellement de super belles images depuis ce temps-là. Puis, on va faire une conférence au mois de janvier. Fait qu'on va avoir une couple de présentations de plus, là. Mais non, c'est vraiment le fun. C'est un bon, beau temps à être, dans ce centre-là puis être capable de oui, faire. c'est ça. C'est juste un petit peu, c'est juste la frustration, c'est le fait qu'avec la pandémie, on a, comme vous le savez, on n'a pas de personnel, il y a plein de choses qui manquent, là. Mais la minute qu'on va être capable de rouler ouais, ça va faire comme on veut, ça va être impressionnant. Ouais. Puis j'ai hâte de voir les indications aussi, comment ça va pour les médecins de famille, ça va se complexifier, hein? Qu'est-ce qu'on va envoyer? Ou en tout cas, j'espère on va avoir des algorithmes qui sont aussi bien que ceux que tu nous as présentés actuellement. J'ai quelques questions donc Oui. à te proposer. Pourquoi seulement mammo, IRM et pas d'écho chez les patientes à haut risque? Parce que l'échographie, comme je vous ai mentionné, le problème, c'est que ça dépend de l'équipement, ça dépend de l'utilisateur, c'est aussi non systématique, fait que c'est difficile à tout évaluer le sein au complet puis de ne pas manquer des parties. Puis l'échographie, vraiment, où l'échographie est le plus utile, c'est vraiment chez les patientes avec les seins denses. Fait que c'est vraiment dans cette situation-là que l'échographie est capable de détecter une couple de cancers de surplus. Fait que la question pourrait peut-être être, bien, si j'ai une patiente avec les seins denses, est-ce que je devrais faire mammo-écho-résonance? Peut-être, mais pour le 2 de 4 sur 1000 là, de plus, ça vaut probablement pas la peine de faire cet examen-là de façon de routine. OK. C'est un petit peu plus long. Quel suivi recommanderiez-vous pour une patiente qui a eu une mastectomie partielle pour une tumeur cancéreuse, mais qui fait partie des patients difficiles à diagnostiquer avec la mammo et l'échographie? Autre examen à faire. Moi, je pense que les 2 derniers que tu as montrés, là, ça pourrait être pas pire, là, ça. Oui, fait essentiellement parce que la patiente a déjà eu une mastectomie ou un cancer, elle devrait avoir une mammo à tous les années, absolument. Souvent, ça va dépendre de la densité du sein. Fait qu'il y a certaines patientes, quand on a dit qu'elle est difficile à diagnostiquer sur l'imagerie, je veux dire, c'est dans ces situations-là souvent que le radiologiste va peut-être décider de faire, tu sais, s'il y a une masse palpable, peut-être on va faire un examen avec contraste. Chez certaines patientes, on va peut-être faire une image en 3D. Ça s'en vient. Les algorithmes pour traiter les patients de façon différente, ça s'en vient. C'est juste que le gouvernement est toujours un petit peu plus en retard. Alors, quand on fait une tomo, on n'est pas payé pour une tomo nécessairement, puis il y a un petit peu plus de radiation, etc. Fait que c'est de décider, on est dans la situation où on essaie de décider quelle population de patientes sont mieux traitées différemment, dépendant de leurs symptômes puis leurs trouvailles, etc. Fait qu'on est dans le processus de développer ces algorithmes-là. Intéressant. Juste un petit rappel aux gens d'évaluer la conférence pour que Dr. Martin puisse avoir de la rétroaction sur ce que vous avez appris ce soir. Puis Denis Lockman dit « Excellente présentation. Merci, Lucie. » On a encore quelques questions. Douleur non focale et cyclique ou douleur non focale ou cyclique, pas d'investigation. Non, si non douleur... focale et cyclique. Fait que la douleur, il faut que la douleur soit focale et il faut que ça soit non cyclique. Il faut avoir ces 2 choses-là pour vouloir faire autres investigations. Mais si la douleur est focale et cyclique, pas nécessaire de faire autre chose. Si la douleur est non focale, fait que 2, 3, 4 cadrans et non cyclique, pas besoin de faire autre chose. Il faut vraiment que ça soit focal et non cyclique. Est-ce que les chirurgies mammaires, les réductions, réduction/prothèse, rendent les patientes plus à risque? Donc, qu'est-ce que tu vois? Non, la seule chose que je vous dirais, c'est que des fois, ce qui va arriver avec les patientes qui ont eu des réductions mammaires, quand ça fait plusieurs années qu'ils l'ont eu puis qu'ils ont eu plusieurs mammos entre-temps, c'est pas mal facile à interpréter.
quand c'est la première mammo après la réduction mammaire, oui, des fois, ça arrive que, tu sais, on voit un petit peu de cicatrisation. Si on fait une échographie, c'est des fois difficile à distinguer cicatrisation versus cancer, mais souvent, on va être capable de le savoir juste en voyant où la chirurgie a été. Et puis, pour les implants, c'est intéressant parce que ça dépend un petit peu de la patiente. Il y a certaines patientes où est-ce qu'on est capable de vraiment... Fait qu'avoir un implant lui-même n'est pas un facteur de risque pour le cancer du sein, sauf il y a certains implants, je suis certaine que vous avez vu aux nouvelles, qui sont associés avec les lymphomes, etc., ceux qui sont textured, etc. Fait que, oui, mais si on veut juste dire implant en général, est-ce qu'on est à un facteur ou un risque élevé? Non. La seule chose que je trouve, c'est que des fois, si on est capable de vraiment déplacer l'implant complètement puis avoir une vraiment belle mammo, ça va bien. C'est juste qu'il y a certaines patientes qui ont eu des implants au lieu d'être postérieurs aux muscles, qui sont maintenant plus dans le sein ou, tu sais, dans le passé, ils faisaient ça plus, où il y a très peu de tissu mammaire alentour. Fait que dans ces situations-là, on n'est pas vraiment capable de déplacer l'implant. Et puis oui, ça réduit la visibilité du tissu du sein parce qu'on ne peut pas le déplacer. Fait que dans ces situations-là, oui, ça a un impact, mais si c'est postérieur aux muscles, puis on est capable de le déplacer, non. Ben c'est ça, maintenant, ils ne font quasiment plus. Ça, on le voyait il y a comme 10-15 ans, ils le mettaient dans le sein, puis maintenant, ils vont vraiment derrière le pectoral pour ça. Oui, oui. Donc, on se demandait si on allait pouvoir avoir accès à tes diapositives. Ça me ferait plaisir. Parfait, c'est bon. Je vais organiser ça avec Camille. Un gros merci de Caroline Blouin, excellente présentation. Ils veulent pouvoir la réécouter. Merci de Pierre Tessier. Merci Lucie. Tu as démystifié d'une façon remarquable et a fait une revue fantastique. Donc, merci. Ben, c'est ça. Merci beaucoup, Dr. Martin. Ça a été effectivement très clair et très clarifiant, en tout cas très, très éclairant pour moi. C'est ça que je voulais dire. Merci. Puis, je pense qu'au nombre de questions qu'on a eues aussi, il y avait quelques personnes qui ça leur a aidé aussi dans leur processus. Merci beaucoup. Puis, on se reprend, Dr. Charest va reprendre son rôle de présentation des webinaires. Puis, la prochaine présentation vous sera transmise là, par la formation médicale continue. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Merci.